Salut à tous, c'est Fit My Body et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube qu'on va faire un petit peu en mode format live, même si ce n'en est pas un. Je suis sur mon bureau avec mon ordi, des schémas, des informations. Vous allez voir, on va faire tout simplement deux previews sur les deux épreuves de cyclisme qu'il y aura aux Jeux Olympiques. Le contre-la-montre qu'on verra dans cette vidéo et l'épreuve en ligne qu'on verra dans la vidéo que je vous mettrai la semaine prochaine. À la base, je n'avais pas prévu de faire de preview tout simplement parce que je viens seulement de démarrer sur YouTube et Instagram. Je n'ai pas encore une communauté assez grande pour pouvoir faire ça. Mais là, je me suis dit, c'est les Jeux Olympiques, je vais quand même le faire. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, on verra pour 2025, pourquoi pas faire une preview sur toutes les courses World Tour, soit en forme de live ou de débat. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut être très cool. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les JO, c'est un peu particulier parce qu'en cyclisme, c'est pas la priorité numéro 1, contrairement aux monuments, au Tour de France, alors que dans beaucoup de sports, les JO, c'est quand même le Saint Graal. Il y a trois raisons à cela. Déjà, les JO, c'est en général une semaine après le Tour de France, donc très compliqué pour beaucoup de coureurs d'enchaîner. La deuxième raison, c'est le décalage horaire. On l'a vu le cas à Tokyo. Imaginez-vous, vous terminez le Tour de France, vous avez une semaine de récup. Si vous devez déjà vous taper 2-3 jours à vous remettre du décalage horaire, ça risque d'être compliqué. Et aussi, il y a le parcours. Le parcours, forcément, ne convient pas à tous les athlètes, donc il y a une majorité qui vont faire l'impasse dessus. Cette année, c'est quand même différent. Déjà, le chrono aura lieu avant l'épreuve en ligne, contrairement à Tokyo, mais aussi, ça a lieu en France. Je pense que vous êtes quand même au courant. Et forcément, déjà, pas de décalage horaire, pas de problème au niveau de la logistique, tout ça. Donc, les coureurs sont quand même beaucoup plus sereins et on voit qu'il y a quand même plus d'engagement cette année. En plus de ça, c'est en Europe. Le cyclisme, c'est quand même un sport à la base européen. On le voit, que ce soit au niveau des équipes, des sponsors ou même des grands coureurs, même en globalité, même si on prend les coureurs entre guillemets moins forts, il y a quand même une grosse dominante européenne. Le contre-la-montre, il aura lieu le 27 juillet. Les femmes, ça sera de 14h30 à 16h et ensuite les hommes de 16h30 à 18h. Dans cette vidéo, on va voir le système de qualification. C'est peut-être pas le plus drôle, mais c'est quand même très important pour comprendre le déroulement des courses et surtout la course en ligne parce que c'est assez particulier, vous allez voir. On va voir le parcours, bien évidemment, les favoris, les outsiders et à la fin, on fera un petit pronostic. Allez, c'est parti. Le système de qualification, pourquoi je voulais vous en parler? Tout simplement parce que ça va totalement influencer sur la course. Il n'y a que 35 places de disponibles pour le contre-la-montre, hommes et femmes, et seulement 2 places maximum par CNO, Comité National Olympique. En gros, c'est tout simplement les nations, les pays. Donc imaginez-vous des pays où il y a une dizaine de coureurs qui peuvent prétendre à la place, ils doivent en sélectionner seulement 1 ou 2. Il y avait 2 possibilités de se qualifier pour le contre-la-montre. La première, c'était le classement mondial sur route UCI par nation en 2023. Donc en gros, les 25 premières nations obtenaient une place. Et ensuite, vous avez le contre-la-montre élite individuelle des championnats du monde UCI. Donc là, c'était les 10 premières nations qui obtenaient une place supplémentaire. Donc 25 plus 10, ça fait 35, le compte est bon. Il y a quand même des exceptions. Si jamais par exemple il y a un manque de quotas des CNO au niveau des continents ou des forfaits de dernière minute ou des événements improbables ou qui ont lieu très rarement. Mais voilà, globalement, on est comme ça au niveau du système de qualification. Il y aura 35 coureurs au départ et seulement 2 maximum par pays. On passe au parcours, 32,4 km et 150 mètres de dénivelé positif. Pour les hommes et les femmes, c'est le même parcours. C'est un chrono de spécialiste, il n'y a aucune difficulté, ça va envoyer des watts, ça, il n'y a pas de souci. Un parcours totalement historique, principalement dans le Val-de-Marne. Départ de l'esplanade des Invalides, ensuite direction la Seine, la place de la Bastille, le bois de Vincennes et le vélodrome Jacques Anquetil. Ensuite également un passage devant le polygone de Vincennes qui est très connu des cyclistes. Demi-tour sur le parcours devant l'INSEP. Direction le château de Vincennes, la place de la Nation et ensuite la place de la Bastille. À partir de là, ils prendront en fait la route de l'Allée, seulement dans le sens inverse, et une arrivée prévue, si je ne me trompe pas, au pont Alexandre III. Il n'y a vraiment que des trucs historiques et c'est un magnifique parcours pour les JO. C'est parfait. Il n'y a pas de problème au niveau de l'organisation, les organisateurs ont bien fait, c'est impeccable. Est-ce qu'il y a des points techniques sur ce parcours? Alors moi j'en ai répertorié 25, des points techniques plus ou moins importants, c'est-à-dire des virages, des petits angles à 90 degrés, des ronds-points. Mais globalement, c'est quand même pas des grosses difficultés, mais qui auront peut-être une influence
parce que ça va donner un avantage aux coureurs qui ont un certain punch, parce que toutes ces petites intersections, elles vont les ralentir. Il va falloir être capable de relancer très fort la machine. Ça n'a rien à voir avec le contre-la-montre de Tokyo, qui là était un contre-la-montre déjà avec beaucoup plus de dénivelé, sur un circuit automobile, avec des forêts, ça n'avait absolument rien à voir. Il faudra également être très attentif, parce qu'à Tokyo, il n'y avait aucun problème niveau public, on était en pleine restriction avec le Covid, il n'y avait personne. Là, on va être en plein milieu des rues de Paris, il va y avoir un monde énorme et il va falloir quand même que les coureurs fassent attention pendant les virages de ne pas raccrocher un bras ou même il y aura peut-être des objets volants, hein, sans doute au vu du monde qu'il y aura. J'espère qu'il n'y aura pas de chute parmi les 35 coureurs, c'est ce qu'on peut souhaiter pour que la course soit la plus belle possible. Les favoris, tout d'abord, Primoz Roglic, le tenant du titre, ne sera pas au départ du contre-la-montre. Il a été préféré à Jan Tratnik par la sélection slovène. Choix personnel ou choix de la sélection, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas eu d'informations données dessus. Dans tous les cas, avec sa chute sur le Tour de France, il n'aurait pas été à 100%. On notera également que l'intégralité du podium de Tokyo ne sera pas là, puisque Tom Dumoulin a pris sa retraite et Juan Dennis, qui avait fini 3e, est encore actif mais a eu quelques petits problèmes personnels. Tadej Pogačar ne sera pas là et ne sera également pas là sur la course en ligne, ça c'est une information récente d'hier. Il préfère se concentrer sur les championnats du monde. Bon, de toute façon, il fait assez de courses comme ça, donc on ne lui en veut pas. Jonas Vingegaard ne sera également pas là, Joao Almeida, Jorgensen, tous des coureurs qui ont fini dans le top 10 des 2 contre-la-montre du Tour de France. Choix personnel également. Globalement, sur les 35 coureurs, ils sont tous des spécialistes de contre-la-montre, à part quelques coureurs qui sont là plutôt pour représenter leur pays, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même 3 qui se dégagent pour aller chercher les médailles, Remco Evenepoel, Filippo Ganna et Joshua Tarling. Sur le papier, Remco Evenepoel est peut-être le favori parce qu'il est champion du monde, parce qu'il a gagné le chrono sur le Tour de France et parce qu'il vient de finir 3e. Néanmoins, j'ai des doutes sur sa forme. Il vient de faire un Tour de France très fatigant, il a seulement 6 jours pour récupérer. C'est à la fois peu et beaucoup en même temps parce qu'il faut savoir se reposer, mais en même temps, il faut quand même continuer à avoir le rythme pour pouvoir faire un bon chrono le jour J. Filippo Ganna et Joshua Tarling, ils sont exactement dans la même situation. Ils ont très peu couru cette saison. Ils ont tout axé sur les JO, donc ils ont fait un entraînement très spécifique. Donc nul doute qu'ils seront très forts. Ganna, c'est également prévu sur deux courses sur piste, il me semble. Néanmoins, elles sont lues après, donc il n'y aura pas d'incidence niveau fatigue. Mais alors, est-ce que c'est une aide au niveau de la préparation ou est-ce que c'est un petit défaut parce qu'on doit se concentrer sur plusieurs épreuves? Bon, dans tous les cas, je pense qu'on aura du très grand Ganna, on aura du très grand Joshua Tarling. Joshua Tarling, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le champion d'Europe en titre. Il est très jeune, peu connu du grand public encore, mais c'est un pur rouleur, un spécialiste et généralement quand il s'aligne sur une course, il ne la loupe pas. C'est les 3 favoris, mais on peut quand même noter d'autres outsiders comme Luc Plapp, Wout van Aert qui n'a pas fait un Tour de France terrible, mais c'est normal, il revient de blessure. Ryan Uzo, il aurait pu être un des favoris pour le chrono, mais il vient de quitter Tour de France avec un Covid assez fort. Il s'est fait lâcher sur une étape de plat dès le début, on voyait bien qu'il était très malade. Brandon McNulty, Tobias Foss, Bisseguer, Kung, les 2 derniers, ils n'ont pas été top sur le Tour de France, je ne les vois pas aller chercher une médaille. Magnus Sheffield, Michael Bjerg, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas fait le Tour de France, donc je pense quand même qu'ils ont un bon niveau, mais pas pour les titiller les 3 devant. Côté français, notre coureur, c'est Kevin Vauquelin, qui a été sélectionné par Thomas Voeckler. Il a fait un très bon premier contre-la-montre sur le Tour de France. S'il a la même forme pour faire ce chrono, il peut viser un top 5 sans problème. Néanmoins, il a quand même terminé le Tour de France un petit peu sous les rotules. Je pense que ça va être compliqué. Ça reste quand même la course d'un seul jour. Pourquoi pas, c'est un puncher. Alors là, lui, il n'y a pas de côte, mais il y a besoin d'être quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un peu de punch pour relancer après les différents virages. Pourquoi pas aller faire quand même une bonne place? Un top 10 sera quand même le minimum, je pense. Dernière partie de la vidéo, le petit pronostic. Ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis des réels et des stories pour les pronos sur le Tour de France. On avait été très bon, on avait sorti des dingueries. Le premier chrono, j'avais sorti l'intégralité du top 5 dans le bon ordre, mais il n'y a eu pas que ça, il y a eu le classement général, les étapes, on a été plutôt pas mal. Mais là, c'est pas la même histoire, c'est assez compliqué sur ce contre-la-montre. J'ai fait un top 5, mais pour moi, ça va jouer à pas grand-chose, pourquoi pas même à la seconde près. En première place, j'ai mis Filippo Ganna. Deuxième place, Remco Evenepoel. Pour moi, il ne gagnera pas à cause du manque de forme dû au Tour de France. Troisième, Joshua Tarling. Quatrième, Michael Bjerg. Et pour finir le top 5, Magnus Sheffield.
Pour moi, c'est le top 5 qui a le plus de probabilité, mais comme je le dis, ça va jouer à pas grand chose, ça va être une course palpitante. J'ai du mal à croire qu'il y aura des gros écarts, peut-être que je me trompe, mais bon, on verra, c'est le vélo, il y a toujours des surprises. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu, et on se retrouve la semaine prochaine pour la course en ligne qui elle sera aussi palpitante.